expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé en effet ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement. Le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait... Mais c'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre position qui est là. Vous prenez la bouteille de Drogba, vous videz la bouteille de Drogba. Coton là, vous mettez dans le pétrole. Vous mettez dans le pétrole et vous mettez ça dans la bouteille de Drogba là. Vous mettez dans la bouteille de Drogba. Faut résister. Si vous ne résistez pas, c'est pas bon. Vous mettez dans 72 heures après l'arrestation du tonitruant activiste pro-Gbagbo au service des réseaux de propagande russe africains, Souleymane Gbagbo Koné, l'on se rend compte de plus en plus de la puérilité des agitations de cette engeance. En réalité, tous ces cyberactivistes payés à travers des circuits russes africains n'ont aucune conviction. En voilà des preuves. Cet individu rendu célèbre par ses élucubrations et ses sorties volubiles bruyantes vit en France. Premier paradoxe déjà. Pour quelqu'un qui passe ses journées à déverser sa haine contre la France et ses autorités sur la toile et à vanter les mérites de la Russie, on ne peut que conclure à un manque de cohérence ahurissant à l'image de l'homme politique pour lequel il dit mener son combat. Deuxième paradoxe. Il squatte le territoire français puisqu'il y est installé de façon irrégulière. Comment se fait-il? Parce que pour ce hableur, la France, c'est un paradis sur terre. Ce paradis dont il appelle la destruction de tous ses voeux. Troisième paradoxe, détenu dans un centre de rétention administratif, il se bat avec ses conseils juridiques pour rester en France, bien qu'il soit frappé d'une obligation à quitter le territoire français. Il est loin d'être le seul dans ce cas. Ils sont nombreux, ces légionnaires de l'AES, à la solde de la propagande russe, qui préfèrent grouiller en France plutôt que de bercer dans la générosité russe ou de luire au soleil du Sahel, la terre des libertés. Trop triste. C'est comme cela que se conjugue la servitude russe africaine. La justice fera son travail. Donc, ce qui veut dire que la France n'est plus un pays de droit. Parce que, encore une fois, demain, on est sur la rétention administrative et pas sur le fond. Et donc, demain, on ne pourra pas soulever, justement, des problématiques relevant de sa situation personnelle. Donc, ça, c'est devant le tribunal administratif. Et la problématique, c'est que les deux audiences ne sont pas en même temps. Donc, soit son audience devant le tribunal administratif arrive bientôt, et j'en doute. Dans ce cas-là, si son audience arrive avant, notamment son renvoi en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de difficulté, puisque on peut démontrer qu'il est en danger dans son pays. Mais encore une fois, demain, le débat ne sera pas à ce niveau-là. Le débat sera vraiment sur la procédure. Est-elle régulière? Est-ce que l'interpellation qui a été faite est régulière? Est-ce que Monsieur Koné a bien pu demander un avocat lorsqu'il était en rétention? Est-ce que tous ses droits ont été respectés? Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Oui. Moi, j'essaie de vous suivre. Et puis, bon, en effet, je pense que tout le monde ici essaie de comprendre. Bon, s'il y a une autre question, qui a des questions, qui a d'autres questions? Une question. Ok, vas-y, le maître avant. Donc, bonsoir, maître. Donc, malgré les attaches familiales de M. Koné Gbagbo, ils peuvent être renvoyés dans un pays où il risque sa vie. C'est ce que vous nous dites. Parce qu'on nous a dit qu'il a un enfant en France. Donc, les attaches en France ne comptent plus. Tout à fait. Encore une fois, ça compte, mais devant le tribunal administratif et non pas devant le juge des libertés et de la détention.
Ah, ça compte devant le TAR. Donc le TAR, c'est Voilà. s'il y a un deuxième procès, on va dire ça comme ça. Voilà. De toute façon, un recours a été déposé devant devant le tribunal administratif. Donc il y aura aussi une audience devant le tribunal administratif. Et le tout, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays avant l'audience devant le tribunal administratif. Parce que vous avez parlé de 26 jours pour que les autorités ivoiriennes préparent les papiers, mais 26 jours, c'est beaucoup trop. Ils ont le temps. Exactement, sauf que c'est Mais en 26 jours, France, sauf que les c'est n'importe autorités... quoi, madame. C'est 26 jours. C'est 26 jours, exactement. Sauf que c'est le délai, mais les autorités peuvent très bien le renvoyer demain, après-demain, dans 3 jours, etc. Tout dépend en fait si les documents à réunir sont réunis. Donc il peut très bien être renvoyé, par exemple, dans 2 jours ou dans 3 jours. Attends, madame, motion, madame. Donc vous voulez, madame, oui. motion. Donc ce qui Vous voulez sous-entend qu'on parle avec la dame aussi? ce qui sous-entend, d'après ce que vous venez de dire, ce qui sous-entend que dès que les papiers sont réunis, il peut être extradé malgré le danger qu'il court en Côte d'Ivoire. Exactement. Si demain le juge des libertés de la détention n'annule pas n'annule pas la procédure et prolonge la rétention de l'intéressé, il se peut que durant l'intervalle, donc durant le délai que je vous ai indiqué tout à l'heure, les autorités ivoiriennes transmettent tous les documents et préparent le billet d'avion et le renvoient dans son pays. En fait, c'est pour ça que moi je vous dis que c'est aussi assez politisé, puisque vous me dites qu'il est et c'est pour ça que je suis venue aussi sur le live, c'était pour comprendre les tenants et les aboutissants, qui étaient pour, qui étaient contre, et comprendre finalement que c'est très politisé. Et on est dans une matière assez politisée, puisqu'il suffit qu'une administration étrangère ne transmette pas des documents pour que l'intéressé ne soit pas renvoyé dans son pays. Au contraire, si les autorités étrangères souhaitent que l'intéressé soit renvoyé très rapidement dans son pays, ils transmettront au préfet les documents demandés. Le préfet, il a déjà fait sa demande de laisser-passer D'accord, auprès mais des autorités ivoiriennes. Excusez-moi, s'il vous plaît. Étoile, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. Il va échanger Oui, juste mais- avec. Et oui, s'il vous mais plaît, madame. vous allez changer. On peut pas. Non, attends, étoile, s'il te plaît. Étoile, s'il te plaît, ça devient un peu grave. Attendez. Madame, bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Vous savez, moi, de mes expériences, il y a toujours eu les avocats et moi, on a toujours. Cette posture de certains, c'est parce que les gars sont bloqués. Ils ont bloqué leur logiciel en 2000 et en 2010. Ça veut dire ils n'ont pas compris que le pays a évolué et que les données ont évolué. Ils sont encore dans le passé, en fait. C'est tout. Parce que justement, ils ont vu que sur le terrain de l'argumentaire, ils n'ont pas de répondant. Donc, sur quoi on peut s'appuyer? On peut s'appuyer sur des éléments qui ont fait recette à une époque. Et nous tous, on sait que le discours xénophobe, le discours identitaire a fait recette à un moment donné dans ce pays, en fait. Donc, ces gens-là sont bloqués, en fait. Eux, ils pensent que la vie politique ivoirienne est restée statique, elle n'a pas évolué et elle n'a pas muté. Alors que c'est faux, c'est une très mauvaise lecture. La dernière fois, moi, j'ai discuté avec des amis qui me disaient qu'eux, ils pensent aujourd'hui qu'à la réalité, les deux personnes, parce qu'on a fait un sondage sur, je pense que ceux qui suivent un peu Live TV ont dû certainement le voir, sur les personnalités politiques de 2024. Et on a fait, et un classement est sorti, et ce classement est sorti. Et pendant qu'on est en train de décrypter ce classement pour lequel d'ailleurs, je pense que Laurent Gbagbo était en 7e position sur 10. Je crois, quelqu'un qui disait que non, il pense que le sondage n'est pas sérieux, parce que si le sondage était sérieux, en réalité, il pense que soit Laurent Gbagbo était en première position ou en 2e position. Et puis bon, soit lui et M. Ouattara, quoi, c'était vice-versa, soit il est premier, Ouattara est deuxième, ou lui est deuxième, Ouattara est premier. Et moi, je lui ai dit, mais justement, c'est là que vous vous trompez énormément. Parce que vous restez focalisé, bloqué, dans une période qu'il y a 15-20 ans. 15-20 ans là, les animateurs de la vie sociale, même en Côte d'Ivoire, ne sont pas les mêmes en réalité. La société a muté, la société a changé. Les réalités, les besoins, les attentes ne sont plus forcément les mêmes. En 2010, comme je l'ai expliqué sur un plateau, tout le monde avait marre de la situation de crise qu'on vivait. On voulait juste tourner la page. Chacun voulait forcément tourner la page. Peu importe ce que, mais il faut qu'on tourne la page. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même réalité? C'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité. Il y a certains qui veulent que la situation qu'on a actuellement là, perdue et demeure parce qu'ils considèrent que c'est une situation qui a amené une certaine stabilité, qui a amené
une relative, je veux dire, prospérité à leur niveau et autres, tout ça, pendant que certains estiment peut-être qu'ils sont appauvris. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Comme 2010, le contexte n'est pas le même. Et c'est parce que ces gens sont bloqués dans cette, je dis, dans ce logiciel de 2000 et 2010 là, où la recette, je dis, xénophobe, des discours tribalistes avaient fait recette, ils pensent qu'ils sont toujours à ce niveau, mais non, ça n'intéresse plus les gens. Les gens sont passés à autre chose. Aujourd'hui, les gars sont dans du concret, dans du maths. Qu'est-ce que tu peux m'apporter de façon concrète? Aujourd'hui, en 2011, quand on est sorti de la crise, on se demandait, est-ce qu'un jour on pourra retrouver un pays apaisé et stable, où les gens pourraient apprendre à revivre? 15 ans après, les gens ont l'impression qu'ils doivent passer à autre chose. Mais tu ne vas pas vouloir les ramener derrière, ils vont partir. Ils sont en train de penser à autre chose. Ils sont focalisés sur devant. Certains, peut-être vous qui êtes en Occident, pour la plupart d'ailleurs, je pense en Occident, il y a des éléments qui pour vous semblent des éléments assez basiques, qui pour vous ne sont pas des éléments suffisamment importants sur lesquels on peut rester, ou bien on peut marquer un arrêt. Vous avez 1000 moyens de transport, vous prenez le RRE, le métro, le tram, tout ça, et puis vous partez. Mais nous, on n'a pas ça, les gars. Habitez ici, là, nous, on n'a pas ça. Quand depuis, là, on est né, là, on est dans voiture, on quitte ici, on s'en un truc. Donc, faire venir un train, là, ou bien un métro, là, c'est quelque chose d'innovant et de novateur. Si on voit l'impact, nous, là, vous, les échangeurs se promènent. Je vois quand je vais chez vous, on voit les échangeurs vraiment qui pullulent partout. Mais nous, on n'a pas ça. Donc, nous, quand on voit 2-3 échangeurs qui changent notre manière de vivre, de circuler, qui donnent une allure à notre vie, mais vous pensez que ça, c'est rien pour nous? C'est signifiant pour nous. Pour vous, c'est rien parce que vous avez dépassé ça. Vous les avez, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, ça fait 100 ans. Mais l'Ivoirien lambda, là, lui, il n'a pas ça. C'est maintenant qu'il a ça. Donc, vous pouvez pas être logé à la même enseigne. C'est pas possible. Ce que vous considérez comme priorité, pour vous n'est pas forcément sa priorité. Moi, mon village, depuis l'indépendance, n'a jamais eu d'électricité. Et je le dis chaque fois sur le plateau, mon village n'a jamais eu d'électricité. Là où je vous parle, on vient de poser des poteaux électriques dans mon village et probablement en avril, ils auront du courant. Mais ça là, vous, c'est insignifiant pour vous parce que vous êtes dans la lumière à tout moment. Mais ça, c'est beaucoup pour les populations du village. Voilà, donc vous pouvez pas balayer ça de revers de la main, considérer que c'est insignifiant pour eux. Donc à un moment donné, quand on sera face maintenant à la notion ou bien à la question de redevabilité, de reconnaissance, mais toi aussi, ils sont tous là, les vieux ne sont pas, ou bien les gens qui sont vilains, ils sont pas idiots. Ils savent sous quel régime ils ont eu du courant. Peut-être que pour toi, ça ne veut rien dire parce que toi, tu as eu courant, ça fait 50 ans, mais pour lui, là, il sait que c'est quand Ouattara était là qu'il a eu courant. Ça, là, ça pèse déjà pour lui. Et aujourd'hui, il peut regarder son fils Élisée Bolugbe depuis son village à Abidjan en train de parler sur un plateau. Ça pèse pour lui, ça compte pour lui. Donc demain, quand il va vouloir faire un choix, là, c'est des éléments qu'il regarde. Pour toi, ça ne pèse pas, mais pour lui, là, ça compte. Il n'avait pas la possibilité d'avoir une route. C'est-à-dire que sa femme est enceinte pour aller mettre un dispensaire, c'était compliqué. Aujourd'hui, il a 3 dispensaires qui entourent son village. À moins de 5 km, il peut se rendre. Pour toi, c'est rien, parce que toi, tu as des centres de santé à portée de main partout, à Bengué. Mais pour lui, là, c'est beaucoup. Depuis qu'il est né, il n'a pas vu ça. C'est maintenant qu'il a ça. Donc, tous ces éléments, c'est pourquoi je dis que les gens sont bloqués dans des logiciels, mais c'est pas vrai. Les populations sont-elles là? Elles apprécient les choses au jour le jour. Il y a quelqu'un qui m'a vu au salon de l'agriculture qui me disait, mais quand on regarde un peu sur nos panels, on se dit que, ça risque vraiment de chauffer, vraiment que, ça risque de vraiment d'exploser. Je lui ai dit oui. Quand vous êtes sur vos panels là, où vous passez votre temps à faire preuve de mauvaise éducation et d'irrespect les uns envers les autres, vous pensez que ça va exploser. Mais nous qui avons vécu la crise de 2000, de 2002, de 2010, 2011 là, et 2020 là, nous là, on connaît le poids et le prix de la paix. C'est-à-dire que des moments d'inquiétude là, on connaît le poids. Donc on peut pas se permettre de revivre, même si on doit faire un sacrifice suprême, pour ne pas qu'on le vive, on fera ce sacrifice suprême là. Et il n'y a pas un leader politique, un homme politique, soit qui s'appelle Alassane Ouattara, qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, qu'il s'appelle Thiam, qui mérite que pour lui là, nous on mette la paix sociale qu'on a acquis à prix d'or en péril. On peut pas même, ça ne nous intéresse même pas. Donc ne prenez pas c'est-à-dire que vos réalités virtuelles sur vos panels et autres là, comme la réalité au pays ici. Les gens sont pas souvent contents, ils l'expriment, mais il y a des limites là qu'ils ne peuvent pas franchir. Quand à certains de mes postes de part de M. Tidiane Tiamal utilisant l'expression Titi le Malo, ses partisans habitués aux injures ont aussi l'habitude de commenter en bas, toi là, tu as quel niveau intellectuel? Et tu oses ouvrir ta sale bœuf pour parler de l'un des plus grands intellectuels de la planète. Comment oses-tu parler de quelqu'un de la trempe de Thiam? Comment est-ce que tu oses parler de l'une des personnalités les plus influentes de la planète? Tu penses que Thiam c'est ton camarade?
La semaine passée, il a fait un post sur ce même monsieur concernant sa double nationalité. Il y a un monsieur qui a écrit en bas. Est-ce que tu peux te comparer à la chaussure de Thiam? Mieux, il y en a qui vont loin. Ils disent que, toi là, est-ce que tu sais que le fait d'utiliser l'expression Titi le Malo là, c'est une injure grave. Si Thiam porte plainte comme toi, tu vas faire la prison. D'ailleurs, qu'est-ce que la PSCC attend pour arrêter ce monsieur? Vous tous qui avez cette réflexion de cochon là, venez, asseyez-vous, on va causer un peu ce matin. La différence entre vous et moi, c'est que vous, la plupart, vous êtes des abrutis. Vous réfléchissez comme des ânes. Contrairement à moi, qui m'informe avant de venir sur la toile, qui ne dit pas des choses au hasard comme ça. Je ne me lève pas comme ça pour venir sur la toile. Je sais que moi, là, je n'ai personne derrière moi. Et je sais que, portable, là, ce que tu dis dedans peut te conduire en prison. Donc, quand j'utilise toutes les expressions que j'utilise, tout ce que j'ai dit, c'est toujours mesuré et pesé. J'ai dit que Thiam était malo. Quand on dit malo, là, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas honnête, qui ne dit pas la vérité. Aujourd'hui, là, comme vous avez l'habitude de discuter avec moi, la dernière fois, j'ai parlé de la double nationalité de Thiam. Vous avez discuté avec moi, vous avez insulté ma maman juste sans... Maintenant, vous vous rendez compte que Thiam, à l'heure où je vous parle, ne peut pas être candidat. Vous vous êtes rendu compte que c'est la vraie vérité qu'il disait. Mais ça, là, vous avez fermé votre bœuf dessus. Aujourd'hui, là, on va revenir encore sur l'expression malo. Je le dis et je l'assume. Monsieur Tidjane Thiam était malo. Parce qu'il ne dit pas la vérité. Et je vais vous donner la preuve aujourd'hui. Monsieur Tidjane Thiam, un jour, lors de l'une de ses visites à la mosquée du Plateau, il a dit ceci. La mosquée occupe une place particulière dans mon cœur. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Sheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. Tu mens, il ment. Vous avez compris ce qui est sorti de la bouche de l'homme, parce qu'il y a un temps de comprendre. Je demande si vous avez bien compris ce qui est sorti de la bouche de l'homme. Il dit que c'est lui qui a levé les fonds pour construire cette mosquée. Maintenant, je vais démentir ses propos avec cette vidéo. Aujourd'hui, une bouffée d'oxygène avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Plus de 3 milliards de francs CFA, un montant octroyé à l'État de Côte d'Ivoire pour appuyer la communauté musulmane à terminer la construction de la mosquée Salam du Plateau. Alors, signature d'un protocole d'accord entre le royaume de l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, considère que la contribution à la construction des mosquées est une obligation qui lui incombe particulièrement. Saluer ce don important que nous offre à nous la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le financement de l'achèvement de cette mosquée. Vous avez suivi? Ça fait 1. On va continuer. Suivez cette vidéo encore. Mais j'ai fait une dévaluation de 50% du franc CFA en Côte d'Ivoire. Les gens l'ont accepté, on a fait 6% de croissance parce qu'on a dit la vérité aux gens. On est allé voir les étudiants, l'armée, tout le monde, on a parlé. Tu mens, il ment. Vous voyez ce qui sort de la bouche de l'homme encore? Il dit que c'est lui qui a fait la dévaluation. Pourtant, la dévaluation a été faite dans tous les pays de l'UEMOA le 10 janvier 1994. Écoutez bien ce qu'il dit. La dévaluation a été faite dans tous les pays de l'UEMOA le 10 janvier 1994. Pourtant, Thiam a été nommé au Bénin en avril 1994. Comment peut-il être à l'origine de la dévaluation? Tout ce qu'il dit est vérifiable. Allez vous renseigner. Vous qui avez cette manie-là d'insulter les gens, tout ce qu'on dit, la réponse que vous connaissez, c'est injure. Au lieu d'aller vous cultiver, je reviens encore pour que vous puissiez bien comprendre. La dévaluation a eu lieu dans tous les pays de l'UEMOA le 10 janvier 1994. Or, Thiam a été nommé au Bénin en avril 1994. Comment peut-il être à l'origine de la dévaluation? Je m'arrête là pour le moment. Pour terminer, je vais faire passer encore une autre vidéo. Là même là, c'est le ouf. Après ça. Quand j'étais enfant, les voyages que nous avions d'Abidjan à Yamoussoukro, parce qu'à l'époque, vous êtes trop jeune, mais le goudron n'arrivait pas à Yamoussoukro. Il y avait la latérite après un moment.
Et on mettait une journée. Pas parce que les voitures ne marchaient pas, mais parce qu'à cette époque-là, Houphouët-Boigny s'arrêtait dans chaque village. Chaque village, d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Il s'asseyait sur les bancs en bois, il buvait du bandit. Tu mens, il ment. Laissons la passion de côté. Laissons la politique de côté. De vous à moi, dites-moi. Ce qui vient de sortir de la bouche de ce monsieur-là, vous avez une fois entendu ça quelque part sur la terre? Disons-nous la vérité. Vous avez une fois entendu ce genre de choses sortir de la bouche d'un être humain sur la terre? Même si c'est dans Claude des Petits ou bien dans film, un truc comme ça. Est-ce que vous avez une fois entendu ça quelque part sur la terre? Vous savez, dit Oufoué, il quitte Abidjan, et puis il va dans son village Yamoussoukro. Dans tous les villages, il garde sa voiture, il descend et puis il s'en va boire Bangui. Je n'en dirai pas plus. Allez méditer sur tout ce que vous venez d'entendre et de regarder là. Après, vous en tirerez vos conclusions. Vous allez me dire après si il mérite d'être appelé Titi le Malo ou pas. Igor Gomé vous salue. Justement, je voudrais intervenir sur, vous allez réagir, sur les propos de Madame la vice-présidente du PDCIRDA, Madame Véronique Akabra, qui dénonçait évidemment dans une conférence de presse les attaques les attaques, les propos de Madame Valérie Yapo, une ex-cadre, contre le président du parti. Alors, dans les verbatims choisis, on va juste s'arrêter, elle a estimé que le président, enfin, Monsieur Jean-Louis Billon devrait plutôt aller chez les Touaregs, c'est cela, chez les Touaregs, où lui aussi peut se présenter du côté de sa mère à l'élection présidentielle. Essayons de regarder un peu ces verbatims-là. Je commencerai avec vous, Élisée Boloubeu. Ben, moi, vous connaissez ma position sur ces questions-là, sur ces sorties de leaders politiques qui ont tendance à toujours s'en prendre, je l'ai dit, de façon à sortir des sujets qui intéresseraient et s'en prendre à leurs opposants sur ces questions-là. Moi, je condamne fermement ces propos-là. C'est des propos que je trouve, excusez-moi du terme, assez irresponsables. Et pour moi, un parti qui se revendique du PDCI, le parti dont le père fondateur s'appelle Félix Houphouët-Boigny, et pour qui l'intégration était quelque chose d'assez important, il suffit juste de voir la composition des différents gouvernements qu'Oufou a eu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui pour s'en rendre compte qu'aujourd'hui, des gens qui se disent être des descendants de ce Félix Houphouët-Boigny tiennent de tels propos. Vraiment, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et puis à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter chaque fois d'être là à chercher, je dis, le sexe des anges, tel serait noir, tel serait blanc. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, on est tous ivoiriens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? En plus, je suis surpris qu'on soit dans un parti comme le PDC, un parti qui est reconnu, ou du moins qui bénéficierait de cette image-là d'un parti assez posé, d'un parti où vraiment on essaie de rester, quand on est dans les sujets, que ce soit dans ces partis-là, qu'une vice-présidente, par exemple, on est en train de parler d'un citoyen lambda du PDC, on vous parle d'une première vice-présidente qui tient de tels propos, en plus, à l'endroit de qui? À l'endroit d'un militant qui est membre de son parti et qui, pour la seule raison pour laquelle aujourd'hui on est en train de lui lancer tous ses voix, c'est parce qu'il a décidé de devenir candidat à la Convention, donc de briguer la magistrature suprême. Est-ce que ça nécessite qu'on ait une telle attitude vis-à-vis? Je pense que non. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut que les partis, je dis et je répète, je termine encore par ça. Il faut que les partis comprennent une chose. Les Ivoiriens ont trop souffert de ces propos belliqueux, de ces propos irresponsables, qui ont souvent conduit le pays dans des gouffres. On ne veut plus de ça. Si vous n'avez rien à nous proposer, le silence est d'or. Très bien. Herman, votre commentaire? Hier, j'ai condamné ici les propos de M. Seredo, un cadre du RHDP. Aujourd'hui, c'est de la même manière que je condamne ces propos-là. Je ne crois pas que aujourd'hui, qu'on puisse dire à quelqu'un qui est né depuis là, lui montrer le chemin d'une nouvelle nationalité. Que sa mère soit Touareg, ça n'enlève en rien, que ça soit vrai ou pas. Ça n'enlève en rien sa qualité d'ivoirien. Ces propos-là, il faut les enlever. Et moi, je pense que les acteurs politiques qui font ça perdent l'argument principal. L'argumentation qu'on souhaite ici, c'est de, si jamais vous estimez que vous soutenez votre candidat, votre président, vous faites en sorte de montrer les valeurs de votre président et non pas dénoncer. Surtout, quand je dis bien, aujourd'hui, au niveau du PDCI, quand on voit cette adversité qu'il y a en interne, le camp Bion est face au PDCI à toute la direction.
c'est le camp qui doit avoir une démarche assez sur les œufs, c'est le camp de la direction du PDCRDA. Parce que le PDCI ne gagnant rien aujourd'hui a fait en sorte que des militants se désolidarisent, même s'ils sont d'une infime partie, se désolidarisent du candidat Thiam si jamais c'est lui qui a adoubé à la convention. Il faut aujourd'hui capitaliser tout le potentiel qu'on a en termes le potentiel électoral qu'on a. Mais avec ça, je comprends bien que les gens qui apprécient, qui se reconnaissent en Jean-Luc Bion, vont aussi se braquer. Ce n'est pas des propos. Je ne vais même pas revenir sur les propos qu'elle a indiqués sur Mme Valérie Yapo aussi. Moi, je pense que c'est comme Élysée l'a dit, ils n'ont qu'à nous préserver de ces gens de mouvements. Vous parlez de la classe politique. La classe politique de façon générale. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, le PDCE et le RDA tombent encore dans ce jeu-là. C'est pas normal. Marius, comment est votre commentaire? Vous savez, nous, quand on parle ici sur ce plateau, on fait référence à l'histoire. On est dans ce pays, on observe depuis des années. Moi, j'ai connu cette dame grâce à M. Feu, le ministre Bras-Canon. Vous parlez de Madame la vice-présidente? Oui, bien sûr. Elle porte le nom de Bras-Canon. Parce qu'elle a été l'épouse de M. Bras-Canon, Feu Bras-Canon, ancien ministre de l'Agriculture. Mais elle est de l'époque de Fouette-Boigny. Elle a connu Fouette-Boigny. Elle a servi Mme Thérèse Fouette-Boigny à domicile. Mais pourquoi vous rappelez ces détails personnels, parce que nous, on connaît l'histoire de ce pays. Alors, donc, quand on est une mère d'une nation, parce qu'elle devrait avoir la carrure de la mère d'une nation. Elle devrait avoir des propos assez apaisés, des propos assez réfléchis. Regardez au PDCI-RDA. Vous avez un monsieur comme Émile Constant Bombé. Mais c'est des gens qui ont construit ce pays. Vous n'entendrez jamais Émile Constant Bombé se prononcer avec des mots aussi vulgaires comme nous entendons de la bouche de cette dame. Mais c'est quand même de M. Jean-Louis Bion qu'elle parle. Mais Jean-Louis Bion, quand même, construit ce pays. C'est 48 000 emplois pour l'entreprise familiale dont il a été le grand bâtisseur. Mais après son père, Jean-Louis Bion, c'est ministre de la République, ministre du Commerce et de l'Industrie, de la promotion des PME. On ne le dira pas assez. Bon, donc, attends. Quand on sait que M. Jean-Luc Bion, quand même, a été président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a eu un parcours. Il a été président du conseil régional. Il a été maire depuis... Mais attention, madame, il faut aller doucement. Parce que nous l'avons dit ici sur ce plateau. C'est ces propos-là que le PDCI a tenus hier qui nous a envoyé une crise. C'est ces propos-là que j'ai condamnés une fois sur ce plateau. Que le PDCI qui nous a envoyé l'ivoirité remet les couverts avec une dame de cette carrure. J'aurais pu accepter que ce soit la nouvelle génération des leaders du PDCI, mais pas elle, en tout cas pas d'elle. Alors c'est des propos qu'il faut condamner avec toutes les forces que nous avons. Et nous ne saurions, nous, jeunes générations, qui sommes leurs enfants, à accepter. On va aborder un peu le cas de comment on appelle, Thiam. Hein? Vous voyez, c'est ça qui fait que votre histoire là, ça ne va pas marcher. Parce que vous croyez que quand vous dites Thiam là, c'est l'arrière, c'est le machin de Fouette-Boigny, mais on s'en fout de ça, on n'est pas dans ça. Ou Fouette-Boigny, on l'a adulé. La prochaine fois, je vais sortir toutes les cartes PDCI de mon papa. Et je vous ai dit, quand j'étais aux États-Unis, j'avais fait une vidéo, j'ai dit mon père souffrait d'asthme. Et c'est le président, il était parti, puisque pour Gagnon, il était parti en mission, je ne sais quoi là. Et on lui a dit, ah, il y a un BT qui est venu te voir, qui ne peut pas respirer ici. Et il est venu, il lui avait prescrit un produit, un médicament qu'on appelait cortidasmine. Je ne sais pas pour ceux qui me regardent, pour vous qui êtes avec moi, si vous vous souvenez de cette vidéo. Cortidasmine. Et ce cortidasmine-là n'existait plus, ça a été remplacé. Mais mon papa, il avait, avant de partir vers le Seigneur, il avait dans sa tête cortidasmine. C'est au Fouette-Boigny qui lui avait... Et c'était un truc, un petit appareil comme ça, on mettait le liquide, puis il me disait, c'est un peu genre ventoline là. Mais ça, la ventoline, le truc est dedans. Mais la cortidasmine, elle savait tout, c'était antique. Donc, on sait cet attachement qui a existé entre le président Oufoué et tous ceux qui ont soutenu sa politique, parce que lui, il a parlé de suppression des travaux forcés par rapport à Diambaï. Ça, j'ai déjà parlé de ça, on ne va pas revenir dessus. Mais ne nous dites pas que parce que Thiam est son patrimoine, je sais pas, whatever, il est son héritier,
son petit-fils, et puis que sais-je encore. Alors pour ça, c'est ça qui est votre programme d'activité, de gouvernement plutôt. Et c'est avec ça que vous allez vous promener dans toute la Côte d'Ivoire pour dire que c'est le petit Cyril Degout. On s'en fout de ça. Pourquoi? Et je suis bien placé pour le dire. On s'en fout de ça et ça nous révolte. Gikawe était le dernier recrue de toute cette ligne-là qui était avec le président Bédié. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour penser les plaies? Chers militants de PDCI que je suis, parlons-nous franchement. Parce que c'est la vérité qui guérit les plaies. Qu'auriez-vous fait? C'est de maintenir Gikawe. Parce que déjà, avec Guégué Bandi a osé. Il a été combattu. Il a été combattu en interne même par ses frères. Ça aussi, il faut le dire. Mais il a été combattu. Gikawe est resté. Gikawe est resté le fidèle des fidèles avec le président Bédié jusqu'au dernier souffle. Et je vous ai dit, quand j'ai vu Gikawe au funérail et puis il était comme ça, et on ne le connaissait plus, il était rejeté, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit vraiment, l'ingratitude de l'homme n'a pas de limite. Gikawe aurait dû rester au secrétariat général et puis mettre votre candidat président, désigner votre président. Mais non, vous avez fait voilà, Gikawe n'est plus rien. Non, on lui a parlé et puis il y a des gens qui se permettaient même de venir à la télé pour dire que non, on lui a parlé, on lui a dit, mais lui parler de quoi? Lui parler de quoi? Quand il était là, lui là, le petit là, il était où? On prend, vous, on vient. Pourquoi? Parce qu'il a été reçu par Bill Gates. J'ai vu ça. Il a été, j'en ai même parlé, parce qu'il a été reçu par Bill Gates, parce qu'il est dans le monde des finances, mais ça, ça ne nous rassure pas. Ça ne répond pas aux critères d'éligibilité, ou bien, voilà, ça ne répond pas à ces critères-là. Alors, c'est vous qui allez nous dire, oui, parce que, mais ce n'est pas une Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies ici. Nous avons respecté, on a honoré le président Houphouët-Boigny, honorez-nous, respectez les Ivoiriens que nous sommes. Respectez les Ivoiriens. Si ceux qui sont avec vous ne se respectent pas, qui ne connaissent pas leurs valeurs, mais nous disons, on l'a honoré et on continuera d'honorer sa mémoire, mais respectez-nous maintenant. Ce n'est pas ça le programme de gouvernement pour dire que oui, c'est les petits-fils, c'est les machins. So what? We don't care about that. Ce n'est pas ça notre projet. OK? S'il ne répond pas aux critères d'éligibilité, il ne sera pas dedans. Alors, n'inventez pas des trucs pour dire que oui, tiens, tout ça là, c'est pour soulever encore les gens. Oui, tiens, on va être arrêté. Il va être arrêté pourquoi? Il va être arrêté pourquoi? Est-ce qu'il a vécu ici? Son programme, c'est avec le crédit suisse là-bas. On va toujours rester dans l'ancien, dans l'antiquité. On ne va pas évoluer. Alors qu'on a des ponts, des routes, des immeubles qui sont partout, les investisseurs sont en train de venir, des gens qui peuvent développer, qui peuvent créer des emplois, qui peuvent même transformer mon village. En ce moment, on n'a même pas de château d'eau. On a 3 km de Guibéro, on n'a pas de château d'eau. Monsieur le ministre de l'Hydraulique, je vous envoie un message. Regardez-le. C'est Tidiane Thiam. Regardez-le très bien. C'est Tidiane Thiam. Voilà. Regardez encore. Regardez. Suivez la vidéo. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Tidiane Thiam a toujours laissé garer un avion à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Il laisse toujours un avion garé à l'aéroport de Côte d'Ivoire. En cas de danger, en cas de petit problème, paf, il fuit. Dès qu'il voit que les Ivoiriens sont en train de se plaindre, au lieu de rester là pour assumer, pour parler aux Ivoiriens, il a seulement un seul choix. Il court, il prend sa voiture de sport de presque 300 000 $. Il va à l'aéroport, paf, il monte dans le jet privé, paf, il fuit. Une seule convocation, paf, il veut fuir. Mais si demain, ce monsieur-là est à la tête de notre pays, on fait comment? Ce monsieur-là, dès qu'il y a un petit bruit, paf, il fuit. On fait comment? Tidiane Thiam, on fait comment? Quelle sécurité ce monsieur nous garantit? Si lui-même il fuit tout, il fuit tout. Il nous garantit quoi ce monsieur? 1, 2, 3, 20 mois. 1, 2, 3, 20 mois. 1, 2, 3, 20 mois. Mais tu vas où?
Tiam. Regardez-le. Regardez-le. C'est Tidjane Thiam. Regardez-le très bien. C'est Thiam, Tidjane Thiam. Voilà. Regardez encore. Regardez. Suivez la vidéo. C'est l'usine de Fulton aux États-Unis. Une usine de chocolat qui a été rachetée par Laurent Gbagbo à hauteur de plus de 180 milliards de francs CFA et qui n'a jamais produit une seule tablette de chocolat. 180 milliards. Vous savez ce que ça représente pour la population ivoirienne? Avec cette somme, on peut construire le CHU d'Abobo. Voici le montant du CHU d'Abobo. Avec cette somme, on peut construire l'université de Bondoukou. Voici le montant de l'université de Bondoukou. Avec cette somme, on peut construire l'autoroute Maka-Tomassi de 3 fois 2 voies. Voici le montant. 180 milliards de francs CFA investis dans l'eau. Les Ivoiriens n'ont jamais vu cet argent et ils n'ont jamais rendu compte aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, ce sont eux qui osent attaquer le président Ouattara, qui osent parler de gabegie financière en Côte d'Ivoire. Alors que vous savez, là où vous êtes, qu'aucun gouvernement, à part celui de Fouboigny, n'a plus travaillé pour le bonheur des Ivoiriens que celui de Alassane Ouattara. Aucun. Du nord au sud, l'ouest et l'est, en passant par le centre. La Côte d'Ivoire est en chantier. Et tous les Ivoiriens bénéficient des infrastructures nécessaires sous l'aile du président Alassane Ouattara. L'usine que vous êtes parti payer aux États-Unis, là, le monsieur a conçu ça à Abidjan ici. Mais pourquoi vous avez fait autant de mal aux Ivoiriens? Et aujourd'hui, c'est vous qui prétendez encore aimer les Ivoiriens que nous sommes. Alors que vous avez fait plus de mal. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les Ivoiriens que nous sommes. Le président nous disait, lorsqu'on s'est senti découragé, de regarder dans le rétroviseur. On verra bien d'où est-ce que nous venons. Et la Côte d'Ivoire vient de très très loin, mes amis. 180 milliards de francs CFA dans l'eau. Et vous ne voulez pas qu'on vous demande des comptes. Le pays est coupé en deux, d'après vous, la rébellion. Mais vous avez nommé un premier ministre rebelle. Mais vous n'avez pas l'autorité sur les zones rebelles. Le pays est coupé en deux, mais vous avez investi 180 milliards de fonds des Ivoiriens. Jetés à l'eau. On vient de loin, les amis. On vient de très très loin. Ce sont les BT qui sont communicateurs du RDA. C'est normal que les BT soient communicateurs du RDA. C'est normal que les BT soient communicateurs du RDA. Votre Gbagbo, là, quand il a pris son pouvoir, il a fait quoi pour les BT? Il a arrangé quoi dans un village BT? Qu'est-ce qu'il a fait au juste même pour les BT? Malgré que les BT ont été chicotés autant de fouets, autant de Krabé Nyagbe, à cause du multipartisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour les BT? C'est normal que les BT soient communicateurs du RDA. C'est normal que les BT soient communicateurs du RDA. Et on va l'être. Parce que lui au moins il a prouvé par A plus B, il a confirmé. Il a confirmé. Et c'est lui qui est venu arranger la route de Gagnoa pour aller jusqu'à Amama. Parce que Gbagbo venait. Vous dites que vous êtes des partisans. Les gens font des crimes et puis vous voulez les ressembler. Vous dites qu'ils sont assassins. Et c'est vous qui prenez, depuis ce que vous appelez rebelles là, il n'y a pas un d'entre eux, ce que Gbagbo a nommé commandant là. Les mêmes rebelles que vous accusez aujourd'hui là, Gbagbo les a reconnus comme corps habillés. Il les a habillés. Il n'y a pas un d'entre eux, depuis ils ont pris le pouvoir là, il n'y a pas un d'entre eux, ce que vous appelez rebelles là, ce que vous intéressez du doigt là, qui va sortir ces sanneries là de leur bouche. Et puis c'est dans ça la BT n'a qu'à vous suivre. Donc c'est si BT vous comptez et puis vous insultez les gens sur la toile. C'est si BT vous comptez et puis vous défiez les gens sur la toile. Mais vous avez tiré à terre. Le seul BT, le seul maudit BT qui peut le faire, à savoir s'il est vraiment BT, c'est votre Escobar là. Et puis votre Amzo là, qui se permet de faire des panels pour insulter Alassane Ouattara là. C'est quoi vous le reprochez? C'est quoi vous le reprochez? Vous avez accusé la France. La France a bombardé le bunker de votre menton. Mais quand vous avez fui ici là, vous avez volé l'argent là, c'est en France que vous êtes allé vous asseoir. Vous n'avez pas honte. Oh, honte. Et puis les BT, quand vous suivez dans ça, on va communiquer pour Ouattara. Parce que lui au moins il fait du bon boulot. Il fait du bon travail. Si Gbagbo est au pouvoir aujourd'hui là, c'est vous les mêmes là, si Gbagbo cassait, c'est vous les mêmes aujourd'hui qui dites aller bombarder Ouattara ou bien enlever Ouattara là. C'est vous les mêmes qui allez entrer dans les rues pour dire pourquoi Gbagbo a cassé. Et puis ça allait exciter, susciter à la violence. Vous allez profiter pour voler et disparaître. On vous connaît. Vous êtes dans tous les côtés, vous êtes dans tous les bords. Où vous allez pouvoir voler là, c'est là-bas vous êtes.
Vous n'êtes pas dans le parti politique pour arranger le pays. Vous êtes dans le parti politique pour remplir votre ventre. Pour remplir votre ventre. Au moins, quand tu remplis ton ventre, arrange le pays. C'est ce que fait le président Alassane Ouattara. Quand il est venu là, tous ceux qui l'ont aidé là, il a arrangé leur village. Il a permis quand même à un quart d'entre eux d'arranger leur village. Qu'est-ce que vous avez fait pour les BT? Congrès du FBI, vous êtes allé faire à Beauville. Vous êtes venu. Si ce n'est pas vendre les enfants des gens, allez les sacrifier. Sortez. Vous prenez les grosses sommes là. Vous prenez beaucoup d'argent là. C'est pour aller donner ça comment ça s'appelle, aux Naomi qui disent qu'elles sont rentrées à la CPI pour aller préparer, aller manger avec Babo, manger un truc là. C'est pour prendre l'argent là, aller leur donner. Que d'aider les jeunes de Gagnoa. Il y a des artistes en herbe, des BT qui chantaient. Quand Babo est venu au pouvoir, il a fait quoi pour ces artistes là? Il a fait quoi pour ces artistes? Aujourd'hui, on prend tout le monde. Plaisantin, griot, on arrange. Voilà Mola qui a arrangé Manadia confirmé. Plein de personnes. On ramasse tout le monde. Vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites que les gens sont rebelles. Vous les avez appelés, ils sont venus vers vous. Vous les avez pris, vous les avez mis dans votre gouvernement. Et puis BT n'a qu'à vous supporter dans ça. On vous a dit que BT n'est pas hypocrite. Hein. Le vrai BT n'est pas hypocrite. Le vrai BT, la vérité, là, ça rougit les yeux. Il vous dit, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. On va vous dire la vérité. Nous, les BT, on n'est pas comme ça. C'est les BT comme les Escobar, les Anzo ou bien les quoi là. Ceux qui se disent, comment ils s'appellent là, extrémistes là, radicaux ou radicaux, je ne sais pas ce qu'ils disent là. Ce sont eux, les BT vendus là. Les BT troqués là, on ne sait pas s'ils sont vraiment des BT, les enfants des manœuvres là. Ce sont eux qui vont se comporter comme ça, se permettre d'insulter Alassane Ouattara au détriment de Laurent Gbagbo qui a vendu le peuple ivoirien. On te dit les rebelles attaquent ton pays, tu dis non, tu vois les nageurs à dos nus. Tu viens encore faire flamme de paix, tu les mets dans ton gouvernement. Ils t'ont enlevé. Parce que tu es un irresponsable, tu es un incapable. Maintenant, vous, ces vendus, ces voleurs là qui avaient suivi Gbagbo pour menacer, vous avez menacé les Mossi jusqu'à, pour finir les Mossi de Blaise Compaoré se sont ralliés aux enfants. Pour vous montrer que vous n'êtes rien si ce n'est pas la grande gueule que vous avez. Et puis dans ça, là, les BT n'ont qu'à vous suivre. Que les BT sont les communicateurs de Alassane Ouattara. Mais on sera toujours les communicateurs de Alassane Ouattara et pas les communicateurs vendus. Les communicateurs BT d'Idel, pas les communicateurs vendus comme Johnny Pacheco. Nous, ce n'est pas quelqu'un qui paye nos passes. Hein. C'est nous-mêmes on paye nos passes pour vous dire la vérité. On ne perçoit pas 1 million. Mais si on nous donne, on va prendre. Lui, au moins, il donne 1 million à quelqu'un pour payer passe, pour être communicateur. Gbagbo a donné combien de millions à qui ici pour être communicateur? Tout l'argent, là, l'a donné à Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé Goudé a pris pour faire parti politique. Il a pris pour créer parti politique. Il a manipulé les enfants des gens. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont à la Maca. Ils sont couchés là-bas. Vous êtes venus là, vous ne les avez pas fait sortir. Je suis venu plaider auprès de Ouattara pour les prisonniers parce que j'étais les têtes de fil. Aujourd'hui, si moi je suis libre, c'est qu'il va. Donc, tu savais que tu étais les têtes de fil. Et puis, vous venez là. Vous êtes là, ces campagnes, vous faites. Pendant que les enfants sont en train de croupir en prison. Voilà CK qui s'est battu, croyant qu'il était en train de faire bombe à la. Le voici qui est en prison. Allez-y les libérer. Allez-y les libérer. Hein? Allez-y les libérer. Que de gueuler, que de chialer. eBay, ils ont pris ces éléments ici. eBay, en une nuit, il est venu libérer les grenades là. Les Boers. On vous dit ça toujours. Vous dites que les BT n'ont qu'à vous suivre dans votre sauvagerie là. C'est quel BT vous avez le seul BT qui était parmi vous là, vous l'avez livré à la mort. À savoir même si sa famille mange aujourd'hui. Désiré Tagro. Hein? Le seul BT qui était parmi vous, Désiré Tagro, vous l'avez livré à la mort. Vous êtes dans le bunker, celui n'a qu'à sortir pour aller cesser le feu. Pendant que les jeunes qui tchatchaient, qui gueulaient ici, là, ils ont volé, ils ont tous fui. Et puis ils sont allés se cacher dans les villages. D'autres ont fui, ils sont allés se cacher. Ils ont traversé l'eau, d'autres sont partis de par le Ghana, d'autres sont en Italie aujourd'hui, ils sont en France. La même France que vous détestez, les mêmes Français que vous insultez, les mêmes Français que vous dites que ce sont eux qui ont aidé les rebelles là. C'est dans les pays où vous êtes. Oh honte, vous n'avez pas honte. Bande de dévergondés. Et des vieilles femmes bouclées comme ça, des refondateurs là, elles vont venir s'asseoir pour parler aussi. On va chasser Mossi Ouattara. C'est un crime s'il est Mossi. Vous-même vous savez d'où vous venez. Moi, parce que dans vos campements là, c'est vous qui sortiez avec les manœuvres Mossi là. Vos parents ne sont pas là, vous partez baiser avec eux pour faire des enfants là. Vous connaissez vos parents. Vos mamans là ont mouru avec les manœuvres de leur mari là pour vous accoucher. Vous connaissez vos parents biologiques. Bande d'inconscients. Et puis c'est les BT que vous voulez vendre. BT ne suit pas les gens comme ça. Nous les BT on dit non. Voilà, on dit non. Vous dites que les gens sont rebelles et puis vous vous comportez comme eux. Et puis ceux qui sont rebelles là n'ont jamais sorti ça là de leur bouche.
Depuis Ado a pris le pouvoir, je n'ai jamais vu Kone Zakaria en train de dire lui va tuer l'homme. Je n'ai jamais vu Chérif Souman en train de dire va tuer l'homme. Je n'ai jamais entendu Loss dire va tuer l'homme. Je n'ai jamais entendu quelqu'un... tous ceux que vous appelez rebelles, je ne les ai jamais entendus sortir de tels propos. C'est vous qui faites les panels. On va aller l'enlever. On va les faire. Donc c'est vous les rebelles. C'est vous vraiment qui avez tué les Ivoiriens. Gbagbo lui, c'est pas. Il est là, il pense que vous êtes bien. Pourtant, vous profitez, vous prenez Gbagbo pour faire couverture. Vous êtes des voleurs, des voyous, des bandits, des agresseurs. Faut pas, il va arrêter. Hein. Pouvoir là, c'est forcé. Ou bien, Koudou, le vieux Koudou a dit dans un testament que Côte d'Ivoire là, c'est pour mon enfant. Chaise fauteuil présidentiel, il n'a qu'à forcément prendre. S'il ne prend pas la Côte d'Ivoire, il doit plus exister. C'est ce que Koudou a mis dans le testament. Donc, c'est Gbagbo seulement. Vous, dans vos familles, là, d'autres personnes à présenter. À part Bété de Gaïwa qui doit forcément être président là. Il n'y a pas chez les Gagou là, chez les autres là, chez les Adjoukourou, parce que c'est eux qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux pour dire Adjoukourou, Adjoukourou. On doit les envoyer. Il n'y a pas intellectuel chez vous là-bas pour présenter à part Gbagbo. Malgré qu'il est tordu, il est devenu vieux là, il n'y a pas intellectuel chez vous. Vos parents même ne sont même pas chefs de village. Vous avez peur même d'être guerrier même dans votre village. Mais c'est vous qui avez la gueule sur les réseaux sociaux, sur papa des gens. Michel Gbagbo même là, il travaille pour Ado à l'heure là. Son papa là, il n'a jamais fait un coup comme ça pour lui. Laissez le monsieur respirer. Où il est là même, il est traumatisé. D'autres vont venir s'asseoir. Non, à cause de Nadi Bamba, vous ne vous entendez pas d'abord. Et puis c'est vous qui voulez aller enlever Ouattara. Entendez-vous? Finissez de vous entendre. Bande de moutons comme ça, c'est dans ça là, les bêtés vont vous suivre. Les bêtés ne vont pas vous suivre. Vous avez vendu les bêtés aux gens. Aujourd'hui, les bêtés sont mal vus à cause de Gbagbo. Mais comme il ne faut rien là, il ne peut pas s'asseoir pour dire mais je force là. Attends, à un moment donné, je vais arrêter, je ne vais plus me présenter. C'est bon, il ne faut pas les Ivoiriens vont mourir. Chers Ivoiriens, pensons-nous sur d'autres choses. Il y a beaucoup de choses pour arranger les Ivoiriens. Ce n'est pas le fauteuil présidentiel là seulement. Hop, attends, dès que tu t'assois en même temps dans le fauteuil présidentiel, les Ivoiriens seront heureux à vie. Ou bien les Ivoiriens vont travailler, vont manger à leur faim parce que toi tu es assis dans le fauteuil présidentiel. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas la maison de Koudou. Voilà, donc arrêtez de nous embêter. On n'est pas d'accord avec ça. Il n'a qu'à laisser. À chaque fois qu'il va aux élections, les Ivoiriens meurent. À chaque fois qu'il va aux élections, les Ivoiriens meurent. Mais on n'a qu'à laisser. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est quoi? Il n'était pas là. Les autres ont blagué ces partisans là. Ils se sont mis dans les rues. Papa. Il y a des enfants qui sont morts en 2020. Ce sont eux toujours. On les loue, ils sont là. On les loue pas, ils sont là. Bateau, Soki là. Oh les bêtés, ce sont les bêtés. Il y a un gars qui a écrit en commentaire Abbé indigne dans ma précédente vidéo. Je voulais répondre, j'allais voir, il a supprimé. Mon ami, il ne faut pas supprimer, il faut rester. Moi, c'est Abbé indigne. Ceux qui sont indignes, là, c'est ceux qu'on peut dire lorsque Don Gbagbo disait ça. Écoute. Le problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnébi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. On peut faire à Boville, Séchi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Un président de la République vous dit que le problème de chez vous, là, c'est les routes. Et vous applaudissez. Là, vous n'êtes pas indigne. Mais aujourd'hui, là, vous voyez Séchi. Voici la route de Séchi. Mais le président qui est là, vous l'avez voté à même pas 2% lors des élections présidentielles. C'est-à-dire que lors de 2010, là, il n'a même pas eu même 2% à Agboville, chez vous les abeilles. Mais vous a donné cette route-là. Pendant que lui que vous adulez, là, même pas capable de mettre même ne serait-ce qu'un hôpital, même un château d'eau à Agboville. Agboville était dans une léthargie. Pas possible. Aujourd'hui, tu peux faire Agboville à Abidjan en 45 minutes. Vous pensez que si vous n'êtes pas reconnaissant, vous avez une vertu de Dieu? Ce monsieur qui est là, vous ne l'avez jamais aimé. Mais lui, il vous offre tout. Regardez bien la vidéo qui circule, c'est le village Yapo. Moi, aujourd'hui, je peux me taper la poitrine pour dire oui. Je suis fier d'appartenir à Grand Yapo. Regardez, Yapo. Mais comparez Yapo sur Laurent Gbagbo. Lui à qui il a tout donné. Vous adulez comme un dieu. Même pas capable de construire ne serait-ce que même une classe. Tu as me traité la bain indigne. Parce que je suis reconnaissant avec quelqu'un qui
travaille pour mes parents, qui travaille pour l'avenir de mes enfants. Mais elle vous a dit que le goudron coûtait cher. Mais aujourd'hui, même dans les villages, Yapo, c'est pas une sous-préfecture, c'est un village qui bénéficie de moins de 6 km de goudron. Vous pensez quoi? C'est vous qui avez traité ceux qui suivent le président Alassane Ouattara d'indigne. Parce que Alassane Ouattara, il n'est pas un être humain. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est un extraterrestre. Vous êtes traité d'indigne. Mais le plus indigne, c'est vous. Parce que vous n'avez aucune vertu de la reconnaissance. Et ça, c'est très grave. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais reconnais le bienfait qui t'est fait. Et vous-même qui avez la haine contre Alassane Ouattara, il a pratiquement arrangé votre localité. Parce qu'il a dit, je suis le président des Ivoiriens. C'est vous, vous êtes été indigne. Les plus indignes, les plus ignares, les plus déconcentrés mentalement, c'est vous. Vous êtes dépourvus de sens jusqu'à vous oublier de reconnaître ce que quelqu'un a en train de faire pour vous. Merci au ministre Demba Pierre, ministre de la Santé et président du conseil régional de la Nibi-Tiassa. Merci à vous, monsieur le ministre, pour tout ce que vous faites pour Bovi. Et nous sommes derrière vous. La jeunesse consciente, les jeunes abeilles conscients aujourd'hui sont derrière vous et vous disent merci pour ce que vous faites pour la population. C'est grâce à vous que le chef d'État entend notre voix. Merci, monsieur le ministre. Le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'intrigue d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CEI, vous voyez, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans. Il dit 5 ans. On ne va même pas lui donner un jour. Même pas un jour. Même pas un jour. On ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens et des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop zoo maintenant. Vous voyez, non? Quand ces propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop zoo maintenant. On ne peut pas revenir en arrière. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. La seule chose qui reste, c'est que Alassane Ouattara ait pitié de lui. Mais est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça, qui parle comme ça? Est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça? Pendant qu'on est en train d'aller doucement, doucement, toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Qui va avoir pitié de toi? Mais si ce n'est pas ça, si le président n'a pas pitié de lui, parce que c'est une loi d'amnistie, une loi qui va décider que sa condamnation est effacée. Et en ce moment, il peut espérer devenir il peut espérer être sur la liste. Et s'il est sur la liste, il reste encore au Conseil constitutionnel de décider qu'il sera candidat. Donc, mais Laurent Gbagbo sait tout ça. Il fait semblant de ne pas savoir tout ça. Il chauffe.
un seul slogan. Oui à la candidature du président Alassane Dramane Ouattara pour la continuité. C'est du moins le leitmotiv du jour chez les oufouettistes à travers cette forte mobilisation depuis le stade Laurent Pocou de San Pedro. Un rendez-vous facilité grâce au message des bienvenus des autorités traditionnelles. Ils sont bien arrivés sur le sol béni de San Pedro et que la bénédiction de nos bandes est avec eux. Que tout cela se passe dans la sérénité, dans la paix, pour que vive la Côte d'Ivoire, vive notre région et vive San Pedro. Chez la jeunesse, les femmes ainsi que la société civile de San Pedro, le mot d'ordre reste le même. La continuité dans la prospérité avec le président. Nous, jeunes de San Pedro, en ce moment historique de la vie de notre nation, avec les élections présidentielles du 25 octobre 2025, je voudrais dire à tous les jeunes présents aujourd'hui, notre avenir est entre nos mains. Et cet avenir, c'est le président Alassane Ouattara. Oui, nous disons de continuer encore avec ADO pour 2025. Vive la jeunesse de Côte d'Ivoire, vive le président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire prospère et paisible. À vos côtés, nous avons une première dame exceptionnelle. Madame Dominique Ouattara est pour nous un modèle. Monsieur le Président, nous ne voulons pas que cette dynamique s'arrête maintenant. Bien au contraire, nous vous demandons, avec respect et détermination, d'accepter d'être notre candidat en octobre 2025 pour poursuivre cette œuvre de développement et d'autonomisation des femmes. Nous, société civile, sommes associés à cette cérémonie pour exprimer notre soutien indéfectible à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat à la tête de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Cette initiative de la plateforme des oufouettistes pour la paix est l'œuvre de l'ex-ministre Félix Anoublé, qui, depuis le pupitre, a annoncé officiellement le lancement de la caravane des oufouettistes pour le soutien à la candidature du président en octobre 2025. À l'occasion du lancement de la caravane des oufouettistes pour le soutien à la candidature de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, père du deuxième miracle ivoirien. Votre mobilisation ce jour, malgré beaucoup de vicissitudes, démontre votre attachement à Alassane Ouattara, le guide unique du RHDP. Présidant la cérémonie au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le sénateur du Tchologo a profité du micro pour décliner l'objet de sa visite. Nous avions été invités par le Forum des oufouettistes, effectivement, qui entend faire le lancement d'une caravane, l'invitation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à porter une candidature pour les élections d'octobre 2025. Et cette cérémonie, comme vous le constatez, avait pour parrain le ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo, qui malheureusement, pour des problèmes de calendrier, n'a pu venir véritablement honorer, de par sa présence, cette cérémonie, et nous confie cette tâche de la porter. C'est ainsi que nous sommes venus en de si grand nombre, presque pour la plupart des élus de cette région, et même de l'ensemble du pays, pour accompagner nos frères à ce que nous puissions atteindre l'objectif. Parce que les oufouettistes l'ont exprimé très fort aujourd'hui. Nous avons l'occasion de nous retrouver dans ce cadre assez ouvert, assez important, assez splendide, qui est effectivement le stade de Laurent Pocou, pour lancer cet appel. À quand une déclaration formelle du président de la République en faveur de sa candidature? Je tenterai de répondre comme le ministre d'État l'a fait la fois dernière. Il faut qu'on aille poser cette question au président de la République. À quand sa déclaration? Nous, en tout cas, nous espérons et nous avons foi de ne pas être dessus, qu'il puisse comprendre notre interpellation. Cet événement spécial a également connu la présence des artistes de taille et de la région. Déjà, un déclic fort pour le lancement officiel de la caravane à travers le pays. Regardez-le. C'est Tidjane Thiam. Regardez-le très bien. C'est Tidjane Thiam. Voilà. Regardez encore. Regardez. Suivez la vidéo. Voilà. Vous voyez. Voilà.
Tidjane Thiam a toujours laissé garer un avion à l'aéroport du Côte d'Ivoire. Il laisse toujours un avion garé à l'aéroport du Côte d'Ivoire. En cas de danger, en cas de petits problèmes, paf, il fuit. Dès qu'il voit que les Ivoiriens sont en train de se plaindre, au lieu de rester là pour assumer, pour parler aux Ivoiriens, il a seulement un seul choix. Il court, il prend sa voiture de sport de presque 300 000 $. Il va à l'aéroport, paf, il monte dans le jet privé, paf, il fuit. Une seule convocation, paf, il veut fuir. Mais si demain, ce monsieur-là est à la tête de notre pays, on fait comment? Ce monsieur-là, dès qu'il y a un petit bruit, paf, il fuit. On fait comment? Tidjane Thiam, on fait comment? Quelle sécurité ce monsieur nous garantit? Si lui-même il fuit tout, il fuit tout. Il nous garantit quoi ce monsieur? 1, 2, 3, 20 mois. 1, 2, 3, 20 mois. 1, 2, 3, 20 mois. Mais tu vas où? Thiam. Regardez-lui. Regardez-le. C'est Tidjane Thiam. Regardez-le très bien. C'est Tidjane Thiam. Voilà. Regardez encore. Regardez. Suivez la vidéo. Au point que vous, citoyenne ivoirienne, vous décidez de soutenir une personnalité politique qui, oui ou non, a fait leur bonheur ou pas. Monsieur Koumoui, vous savez, quand on est dans un pays en paix, et quand on regarde d'où nous venons, je peux dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une histoire, certes, mais aujourd'hui, si nous nous retrouvons sur ce plateau-là, avec de très bons chroniqueurs et Christine Bellège qui mène très bien le débat, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en paix. Donc la paix ne s'achète pas. Et quant à la question de savoir si les Ivoiriens mangent à leur faim, oui, plusieurs programmes sont mis en place pour ça. Nous, avec le président Ouattara, le bénéfice a été que chaque couche sociale a été impactée, de la bureaucratie jusqu'aux personnes les plus reculées. Aujourd'hui, nous avons eu les déblocages des salaires depuis 1980. Nous avons eu des actions qui sont menées en faveur de la jeunesse, en faveur des femmes pour leur autonomisation. Nous avons la révalorisation de la masse salariale, aussi bien dans le privé que dans le public. Donc je peux dire, les Ivoiriens mangent à leur faim. L'impact est réel dans leur assiette. L'impact est considérable. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que nous sommes à 100%, mais nous n'en sommes pas loin. Très bien, écoutons Erwan. Ma question, tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit par exemple que quand on regarde d'où on vient, oui. Vous expliquez un peu, on vient d'où? On vient de 2010, oui. On vient de 2009. On vient de 2008, on vient d'un moment où pour nous déplacer en Côte d'Ivoire, nous avions tous les problèmes, M. Herman. Donc quand on regarde ça pour aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'aujourd'hui on arrive à se promener sans nos pièces d'identité, on arrive à vaquer à nos occupations de façon sereine. Oui, nous venons de loin. Très bien. Pour une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux.